Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. Au quartier Riyad à Rabat, Sa Majesté le Roi lance les travaux de construction du nouveau siège de la DGSN et inaugure un centre de radiologie et d'analyse médicale de la Sûreté nationale. Le prestigieux trophée Hassan II de golf, le 46e du nom, démarre sur les parcours du Royal Golf Dar es Salaam à Rabat. Avant la compétition, place d'abord aux épreuves Pro-Am sur le parcours rouge. Une épreuve présidée aujourd'hui par son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. Une campagne agricole prometteuse, de la neige et un bon cumul pluviométrique ces derniers jours. Nous irons à Ifrane où les dernières précipitations ont revigoré les superficies agricoles, notamment celles des céréales et des légumineuses. Puis nous irons à El Hajj pour le festival Thalassa de la Tonte. L'événement entend valoriser la laine en tant que levier de développement local, mais aussi jeter la lumière sur les difficultés du secteur. À la une activité royale, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé au quartier Riyad à Rabat au lancement des travaux de construction du nouveau siège de la Direction générale de la Sûreté nationale. Un budget prévisionnel global de 2 milliards de dirhams. Les développements de l'activité royale, Mohamed Aïtlishkar. Un projet d'environ 2 milliards de dirhams qui se veut un vecteur de modernité et d'efficience dans les actions de la DGSN, la Direction générale de la Sûreté nationale. Ce geste royal est une reconnaissance des efforts inlassables et des sacrifices considérables consentis par les femmes et les hommes de la DGSN en vue de garantir la sécurité des citoyens, protéger leurs biens et préserver l'ordre public. Le projet se veut également une reconnaissance de l'esprit de mobilisation, de vigilance et de fermeté dont font preuve les membres de cette institution dans l'accomplissement de leurs fonctions. Érigé sur une vingtaine d'hectares, le nouveau siège de la DGSN sera bâti selon les normes architecturales marocaines. Il constituera un véritable complexe administratif moderne et intégré, abritant toutes les directions et tous les services centraux de la Sûreté nationale, ainsi qu'une salle de conférence d'une capacité de 1200 places. Le projet est sous forme d'un complexe administratif regroupant l'ensemble des administrations centrales et annexes de la DGSN. Le projet est doté de 2 entrées et contient 13 bâtiments. Le siège de la DGSN comprendra un musée de la Sûreté nationale, un centre pour archives, un autre pour activités sportives, un centre d'enregistrement des données identitaires et d'impression des CIN, les cartes d'identité nationale, un centre d'hébergement des forces de réserve et un centre informatique en plus d'un parking de 1500 places. Le souverain a également procédé à l'inauguration d'un centre de radiologie et d'analyse médicale de la Sûreté nationale. Une nouvelle illustration de la bienveillance constante qu'accorde le souverain aux membres de cette authentique institution. Ce nouveau centre de radiologie et d'analyse médicale s'inscrit aussi dans le cadre de l'élargissement de l'offre de soins au profit des fonctionnaires de la Sûreté nationale, actifs et retraités, ainsi qu'à leurs familles, et ce en développant des projets médicaux de niveau secondaire. Il vient ainsi renforcer le réseau des services de santé et de soins primaires de la Sûreté nationale implantés sur tout le territoire national. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour le développement. Sa Majesté le Roi Mohammed VI s'adressait un message de condoléances et de compassion à son Altesse Royale le Grand-Duc Henri de Luxembourg suite à la disparition de son père, le Grand-Duc Jean de Luxembourg. En ces tristes circonstances, le souverain adresse à son Altesse Royale le Grand-Duc Henri de Luxembourg et à travers lui aux membres de la famille grand-ducale de Luxembourg et à l'ensemble du peuple luxembourgeois ses condoléances les plus attristées et l'expression de sa profonde compassion.
Les férus de la petite balle blanche se retrouvent sur les parcours du Royal Golf Dar es Salaam à Rabat pour deux prestigieux trophées. La 46e édition du trophée Hassan II de golf et la 25e édition ou 25e Coupe El Amriem. Pour le premier trophée, 156 joueurs de différentes nationalités sont de la partie. Mais avant la compétition, place d'abord aux épreuves Pro-Am sur le parcours rouge. Une épreuve que préside son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, Hassan Hariri et Boukr Ben Ghabrit. Au deuxième jour de la compétition, l'équipe de son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, entame le Pro-Am du trophée Hassan II de golf sur le parcours rouge. Aux côtés de son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, Omar El-Hjoumri, Karim Ghsous et le professionnel hollandais Just Luiten, auteur de 6 victoires sur le circuit européen. Avec son très long tracé, le parcours rouge est redouté même par les meilleurs joueurs du monde. L'Australien Andrews Dodt en est à sa 4e participation. C'est ma 4e participation au trophée Hassan II de golf. Le parcours est magnifique. Il est identique à celui que nous avons en Australie. L'accueil est des plus chaleureux. Je me sens chez moi. Demain débuteront les épreuves du trophée Hassan II avec la participation de 156 joueurs. Depuis 2010, le trophée Hassan II, tournoi de golf légendaire, s'est forgé une réputation mondiale en s'imposant comme l'un des plus prestigieux événements sportifs. De la pluie et de la neige en plein printemps, une situation météorologique qui a intéressé plusieurs provinces du pays ces derniers jours, le Moyen Atlas plus particulièrement. À Ifrane, par exemple, sur toute la saison, un cumul pluviométrique a été enregistré. Il est de 700 mm, ce qui augure d'une bonne campagne agricole avec un impact positif sur les pâturages. La production s'annonce bonne. Ahmed El-Fadeli chez Nisrina Ostar. Des champs verts et luxuriants. Des épis de blé bien arrosés et en bonne croissance et des légumineuses bien fraîches. En ces jours printaniers, les agriculteurs se consacrent aux travaux de désherbage avec un moral au beau fixe. Ils s'attendent à une saison agricole bien prospère. Il a plu en abondance. On s'attend à une excellente récolte. Nous cultivons du blé, des lentilles, des haricots verts et des pois chiches. Les dernières pluies ont été bénéfiques à toutes nos cultures printanières. Le rendement sera certainement satisfaisant. Dans la province d'Ifrane, un cumul pluviométrique de près de 700 mm a été enregistré au cours de cette saison. Ces pluies bienfaitrices ont réalimenté les nappes phréatiques et les pâturages se sont bien développés, une véritable aubaine pour les éleveurs. Le pâturage est assez fourni. Nos bêtes en profitent. Contrairement à l'année dernière, lorsque nous avions été contraints d'acheter des aliments pour bétail, l'état satisfaisant des pâturages nous aide à faire des économies. L'herbe est abondante. Le bétail a largement de quoi se nourrir. Des conditions météorologiques très favorables dans une région agricole par excellence. Mais pour que le rendement soit au rendez-vous, les agriculteurs doivent nécessairement veiller en cette période à l'entretien des principales cultures en place. Les pluies qui ont intéressé la région augurent d'une bonne saison agricole. Les agriculteurs doivent maintenant s'atteler au désherbage en observant les règles nécessaires pour une bonne productivité. L'agriculture, un secteur clé dans la province d'Ifrane. Le secteur contribue au développement socio-économique de la région. Il assure environ 2 millions de journées de travail chaque année et un chiffre d'affaires global de 4 milliards de dirhams.
À l'international, 15 personnes, en majorité des civils, ont été tuées par une explosion à Jisr al-Shrour dans la province d'Idlib en Syrie. Depuis septembre dernier, la province fait l'objet d'un accord négocié par Moscou et Ankara pour la mise en place d'une zone démilitarisée séparant les secteurs djihadistes et insurgés et des zones gouvernementales attenantes. Mais les violences sévissent toujours. Les combats s'enlisent en Libye près de 3 semaines après le début de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar contre la capitale Tripoli. L'avancée rapide de ses troupes a été enrayée au sud de la capitale par les forces loyales du gouvernement d'Union nationale de Faiz el-Sarraj qui ont reçu des renforts venus d'autres villes de l'ouest du pays. La situation humanitaire, elle, empire et préoccupe l'ONU. Selon un dernier bilan de l'OMS, au moins 264 personnes, dont des civils, ont péri et plus de 1300 autres ont été blessés depuis le début des combats, le 4 de ce mois. Au Soudan, menace de grève si les demandes de la contestation ne sont pas satisfaites. Parmi ces demandes, le transfert immédiat du pouvoir à une administration civile. Ce soir, le Conseil militaire de transition entend convier les chefs de l'Alliance pour la liberté et le changement à une réunion au palais présidentiel. Le Conseil se dit prêt à discuter. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est à Vladivostok pour son premier sommet avec son homologue russe Vladimir Poutine sur fond d'impasse diplomatique avec Washington au sujet du nucléaire. La rencontre se tiendra demain. Elle sera centrée sur la résolution politico-diplomatique du problème nucléaire dans la péninsule coréenne. Moscou prône un dialogue avec Pyongyang sur la base d'une feuille de route définie par la Chine et la Russie. Retour à ce qui marque l'actualité nationale, la semaine nationale de vaccination qui démarre d'abord à l'échelle du Royaume. Cette fois-ci, le ministère de la Santé fait de la sensibilisation son fer de lance à l'adresse des parents et les différents acteurs pour protéger les enfants et la population contre un certain nombre de maladies qui sont responsables dans certains cas de situations de handicap, voire de décès. Le reportage à Casablanca et de Sarah Katir. C'est pour promouvoir la vaccination pour une protection efficace, aussi bien individuelle que collective, qu'est organisée la Semaine nationale de vaccination sous le thème « Pour une protection contre les maladies, continuant la vaccination ». Il s'agit de sensibiliser parents et acteurs dans le domaine sur cette intervention efficace, sûre et gratuite pour protéger les enfants contre un certain nombre de maladies responsables de situations d'handicap, voire de décès. En tant que maman, je pense que la vaccination est indispensable car pour protéger mon fils de plusieurs maladies, je dois suivre scrupuleusement son carnet de vaccination. Et au Maroc, le programme national d'immunisation a permis d'atteindre une couverture vaccinale nationale contre les maladies ciblées dépassant les 95%. On a reçu le double des enfants à vacciner cette semaine grâce à la semaine de sensibilisation de l'importance de la vaccination et tout ça dans le but de répondre aux objectifs du ministère de la Santé pour arriver à l'éradication de certaines maladies grâce au programme et à la semaine de sensibilisation. On sensibilise les mamans de l'importance du vaccin. Éradiquer des maladies telles que la rougeole, la rubéole ou encore la varicelle est l'objectif fixé par le programme national d'immunisation, vu que la vaccination constitue le fondement des systèmes de santé solides et résilients. Coupe d'Afrique des Nations de football des moins 23 ans. Le Maroc qualifié pour le 3e tour après la disqualification de la République démocratique du Congo sur décision de la Confédération africaine de football, annonce la Fédération royale marocaine de football suite à la double confrontation entre les deux équipes pour le compte du 2e tour. La Fédération royale marocaine de football avait déposé une réserve technique auprès de la CAF contre le joueur congolais Arcel Zola qui n'était pas éligible en raison de son âge, car il s'agit bien de la CAN U23, donc des moins de 23 ans. Place maintenant au festival Thalassa de la Tonte à El Hajeb. L'événement entend valoriser la laine en tant que levier de développement local et jeter la lumière sur les difficultés du secteur. Une palette d'activités est au menu de cette manifestation qui se poursuit jusqu'à samedi. Abdeslam El-Khalvi, Ibrahim El-Ghouti, Boukar Ben-Ghabrit. Thalassa en amazigh ou tonte des moutons.
C'est une pratique ancestrale. Organisée par les éleveurs du village, elle fait appel à des ouvriers qualifiés. À forte dimension symbolique, l'opération donne lieu à une fête communautaire. La laine tient une place importante chez les éleveurs du village. Nous confectionnons des djellabas avec de la laine, nous fabriquons des tapis et bien d'autres produits. Elle a une valeur prometteuse. Le festival Thalassa de la tonte à Al-Hajb, organisé depuis 2013, est l'occasion d'une meilleure valorisation de la laine. Il contribue à donner une valeur économique équitable à la laine locale. La province est réputée pour l'élevage ovin, notamment la race Timhdit, chiffrée à 300 000 têtes. La production de laine atteint les 50 à 60 tonnes par an. Le festival Thalassa réunit cette année de nombreux chercheurs et spécialistes marocains et étrangers. Objectif, se pencher sur la valorisation du produit et sa commercialisation sur le marché international. Vous avez une tradition de tapis qui est magnifique, mais peut-être qu'il y a moyen de faire de nouveaux produits pour que la laine soit dans la tradition et dans le futur. Des deux côtés. Et c'est un outil vraiment pour le développement durable parce que le travail de la laine va se faire ici, avec des compétences ici et des emplois qui vont pas pouvoir partir en Chine. C'est des emplois qui vont pouvoir rester au Maroc avec une matière première marocaine. Le travail de la laine, une richesse incommensurable que ne cessent de revisiter les artistes et designers. J'essaie de revaloriser la laine en lui conférant un aspect esthétique. J'ai confectionné des objets autour de la thématique du cactus. Entre laine et cactus, il y a des similitudes que j'essaie de développer. Initié par l'association Platane pour le développement durable Al-Hajb, le festival se poursuivra jusqu'à samedi. Une masterclass au profit des acteurs du secteur est organisée, ainsi qu'une exposition de tapis, de produits du terroir et des soirées artistiques. C'est l'histoire d'un rêve devenu réalité, une résidence artistique et culturelle à El Jadida. Le rêve est celui de l'artiste Moulim Laroussi qui a convié plus de 50 peintres et photographes à l'aventure. La résidence se veut un lieu pour promouvoir la jeune création dans la rigueur et l'effervescence. Chacun des artistes y va au feeling et selon ses sources d'inspiration, un vrai retour aux sources. Wafa Doukali et Dominique Orlando. Ils ont été plus de 50, ces peintres ou photographes, à avoir dit oui à cette initiative de création d'un atelier d'artistes à El Jadida et ainsi contribuer à la redynamisation de la ville et de ses environs sur le plan culturel. Je sens que il y a eu des rêves, le mien, mais il y a d'autres rêves de poètes, de Abdelkabir El-Khatibi par exemple, de Lyoté même, qui a dit je ferai de Mazagan le Deauville marocain. Beaucoup de gens qui ont rêvé, mais il y a quelque chose qui dans la dynamique de la modernité, de ce qui se passe au Maroc, il y a quelque chose qui n'a pas été bien géré. Et je crois qu'il est encore possible de redresser la situation et de faire quelque chose de bien pour cette ville. En l'occurrence, ce lieu dédié aux artistes de la ville et notamment ces jeunes diplômés des Beaux-Arts qui ne sont pas encore prêts pour affronter la réalité du marché. Cette structure leur sera donc un tremplin réel. Il a d'ailleurs été conçu pour répondre à toutes les exigences imposées par la liberté impérative de créer. D'abord, on est à 7 km d'El Jadida en pleine campagne. Je crois qu'on a besoin de faire vivre des endroits pareils et d'avoir à faire des échanges entre les artistes et ces espaces. D'avoir à faire vivre ces espaces, mais aussi d'avoir à vivre dans ces espaces, parce que nous vivons en ville et la campagne c'est aussi un lieu de création, un lieu où on peut se retrouver pour une créativité, pour avoir à réfléchir sur l'art, avoir à s'écouter soi-même aussi, vivre un peu loin de tout et d'avoir à repenser les choses.
Un rêve qui devrait très bientôt devenir réalité grâce à l'implication des premiers concernés que sont les artistes eux-mêmes. En participant à cette exposition de soutien, c'est à leur tour d'endosser ce rôle de mécènes dont ils ont eu eux-mêmes recours, il fut un temps, à leur tout début. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30 en compagnie de Nadia El Moudel. J'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt.